J'ai découvert que rien dans la vie n'a de valeur à moins de prendre des risques. Nelson Mandela a dit un jour qu'il n'y a pas de passion à jouer petit et à se contenter d'une vie qui est en dessous de ce que nous sommes capables de vivre. On vous a probablement conseillé de toujours avoir un plan de secours, quelque chose sur quoi s'appuyer. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de plan B. Depuis l'âge de 3 ans, je rêve de devenir footballeur. Un jour, à l'âge de 11 ans, je suis rentré dans ce bureau de tabac pour feuilleter des livres du foot, comme je le faisais si souvent. Mais ce jour, j'ouvre le livre et je découvre le trésor d'Ali Baba à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, le patron me réprimande et me dit « Écoute, petit, si tu veux le livre, il faut le payer. » Donc, très poliment, je le referme et je le repose et je repars. Et je repars avec une idée en tête, de revenir, bien évidemment pour l'acheter. Donc pour cela, je suis parti travailler un peu avec mon papa pour gagner 2-3 sous, pour économiser. Et du coup, après 3 semaines, je reviens au tabac. Et là, j'achète le livre. J'achète du papier. J'achète des enveloppes. J'achète des timbres. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du livre, il y avait toutes les adresses des clubs français. De Ligue 1, de Ligue 2. Et moi, à l'époque, j'habitais dans un petit village, donc c'était le seul moyen pour leur écrire, pour me présenter, pour me faire voir. Un peu comme un entrepreneur le fait, en envoyant son curriculum pour prospecter. Donc à ce moment-là, en 11 ans, j'écris une 50aine de lettres, en me décrivant. Je suis Johan Benalouane, je peux jouer défenseur central, jongler du pied gauche, du pied droit, de la tête, enfin, toutes les caractéristiques qu'on nous demande avant d'entrer dans l'école de foot. Donc une fois les lettres prêtes, je les enveloppe, je les timbre et je les envoie. Et là, vous allez me dire, génial l'histoire. Mais devinez combien d'équipes m'ont répondu ? 0. Ce fut, pour moi, mon premier échec en tant qu'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que j'avais investi du temps et de l'argent. Mais aussi ma première déception en tant qu'athlète. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de plan B. Ma philosophie était de, si je dois tomber, je ne veux rien sur quoi retomber. Je veux tomber en avant, afin de sentir ce que je vais percuter. Ce que je voulais vraiment, c'était apprendre, comprendre et entreprendre encore. Tomber en avant. Gardez en tête que chaque expérience ratée te rapproche d'un succès. Si tu veux y arriver, tu vas devoir risquer. Et nous, en tant qu'athlètes, nous sommes habitués à être des entrepreneurs. Nous visons haut. Parfois, nous réussissons. Mais c'est avec le risque constant et la certitude de connaître l'échec. Voilà ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi l'échec est si important. Numéro 1. À un moment donné, dans ta vie, tu vas échouer. Tu vas perdre. Tu seras embarrassé. Mais accepte-le. Car c'est le process. C'est inévitable. Dans le monde du foot, on échoue tous les jours. Regardez-moi avec mes lettres. J'ai échoué. Pourtant, derrière, j'ai prospecté pour avoir un nouvel essai. Et encore. Jusqu'à ce que la plus grande équipe et formation française m'a pris parmi eux. Moi, à ce moment-là, je me sentais déjà arrivé. Mais non, on n'est pas arrivé. Et vous n'êtes pas arrivé. C'est un long chemin. Dur. Très dur. À 13 ans, quand j'arrive à l'AS Saint-Étienne, ça a été une catastrophe. Complète. Pourquoi ? Parce que j'arrive dans un nouveau contexte. Je laisse ma famille. Je laisse mes amis. Je dois vivre dans un autre mode de vie. Notre vie, c'est de rentrer en décembre pour les fêtes de Noël chez nos parents. Et l'été, c'est tout. Et ça, pour moi, c'était difficile. Donc j'ai perdu tous mes moyens. Ça a été très dur. Et vous savez, quand vous êtes dans une formation avec des joueurs qui sont compétitifs, tu es critiqué. On parle mal de toi. Et du coup, à 13 ans, je pleurais tous les jours. Comme un bébé. C'est vrai, j'ai pas honte de le dire.
Et au bout de 2 mois, 3 mois, c'était au mois de décembre, d'ailleurs il faisait très froid, c'était à Saint-Étienne, il neigeait. J'ai pris ma carte téléphonique pour aller voir mon papa, et pour appeler mon papa, pardon. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je pense que tout ça n'est pas fait pour moi, j'ai envie de rentrer à la maison et de tout abandonner. Et là, mon père, avec une voix très froide, sachant tous les sacrifices que j'ai faits pour en arriver là, me dit, Yo, tu as fait un choix en allant à Saint-Étienne? Je lui dis, oui. Eh bien maintenant, tu vas l'assumer jusqu'au bout. Et là, il me raccroche au nez. Moment très dur pour moi, mais aussi pour mon papa, parce qu'il a fait pour mon bien. Et à ce moment-là, je pense que ça a été dur aussi pour lui. Et moi, bien évidemment, le monde m'est tombé dessus. Pendant 2-3 semaines, j'ai continué à pleurer. Mais c'est ce qui a commencé à me forger en tant qu'homme. J'ai commencé à avancer. J'ai commencé à jouer, à avoir des résultats. Et à l'âge de 18 ans, j'ai signé mon premier contrat pro. Signer professionnel, c'est pas si évident que ça. Un peu comme les startups. On peut voir les chiffres, il y en a peut-être 1 sur 10 qui réussissent. Eh bien nous, c'est la même chose. Chaque année, tu auras peut-être 2-3 joueurs sur 25-30 qui vont réussir. Et les autres, ils rentrent à la maison. Donc à ce moment-là, je signe professionnel. Je fais de belles rencontres. La photo que vous voyez là aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Mamadou Dabo, Bafé Gomis et Blaise Matuidi. Et donc on fait nos classes ensemble. On commence à jouer des matchs de Coupe d'Europe ensemble. On commence à gagner, on commence à perdre ensemble. L'équipe de France Espoir ensemble. Et tout ça, ça engendre la convoitise des grands clubs qui viennent, qui te font des offres. Donc moi, à l'époque, là, à 23 ans, j'avais des offres du PSG, de la Juve, de Newcastle, du FC Séville, du Celtic, qui pour moi était l'un des meilleurs clubs. Pourquoi? L'atmosphère, le public, le chant « You will never walk alone ». J'adorais ça. Mais par contre, quand tu t'écoutais les amis, ton papa, ta maman, mais tu es fou, il faut signer à la Juve. La Juve, c'est tellement gros en termes d'image. Tu vas aller là-bas, tu vas devenir une star, tu vas jouer la Coupe d'Europe. C'est le club de ton idole, Zinedine Zidane. Et donc, moi, à 72 heures de la clôture du Mercato, j'écoute un peu tout ce qu'on me dit. Moi, j'y vais. J'y vais parce que ma maison est déjà prête, ma voiture est déjà prête, mon contrat est déjà prêt, donc je vais être un joueur de la Juve. Ça va être génial. Et je suis gonflé à bloc. À ce moment-là, waouh! Et là, il n'y a pas de Juve. Gros problème. Pourquoi il n'y a pas de Juve? Parce que, problème à la visite médicale. J'ai une grosse hernie discale dans mon dos et on me dit clairement, ta carrière est à risque, tu ne peux pas signer chez nous. Malheureusement, moi, je viens de refuser des offres importantes de clubs qui étaient intéressants. Je viens de refuser la prolongation dans mon club de la SSE en faisant une mini-guerre pour partir justement à la Juve. Donc je me retrouve seul, un peu comme aujourd'hui sur la scène. J'étais seul. Et le seul club qui me fait une offre, c'est Cesena. Alors là, vous allez me dire, mais yo, Cesena, ça ressemble un peu à la Juve, non? C'est bianconero. Ouais. Alors c'était le même contrat, certes, les mêmes années, mais c'était pas le même niveau. Et là, je peux vous dire que l'orgueil, il en prend un coup. Parce que quand tu vois tes potes qui jouent en Coupe d'Europe et que toi, tu vas jouer dans un club qui vient de monter, qui va jouer seulement le maintien, là, c'est très dur. Mais voilà, c'est ma seule solution. J'y vais. Ensuite, peut-être 2-3 mois de dépression, j'ai pas honte de le dire, ouais. J'ai perdu 6-7 kilos au début. Je parlais pas la langue. Je connaissais personne. La tactique italienne ne m'en parlait pas au début. Mais bon, encore une fois, je suis tombé en avant. Et je suis reparti. J'ai recommencé. J'ai commencé à parler italien. Manger des spaghettis. Et derrière, j'ai commencé à avoir des résultats. Et les résultats, encore une fois, ont apporté des bonnes choses. C'est ce qui m'a valu un transfert à Parme,
où j'ai fait 2 belles saisons. Un autre transfert à l'Atalanta de Bergame, où j'ai fait 2 autres belles saisons. Et là, je me sentais bien. J'étais dans un club familial, tout le monde m'aimait. Mais surtout, j'ai retrouvé l'intérêt des grands clubs. En 5 ans, mon image a été redorée. Qu'est-ce qui se passe? La Roma me fait une offre, l'Inter me fait une offre, donc 2 cadors italiens, et le petit club anglais Leicester City me fait une offre. Et me voilà confronté devant le même dilemme qui m'avait fait échouer 5 ans avant. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Bonne question. Donc il y a une chose à savoir, c'est que quand un joueur part à la Roma ou à l'Inter, il s'assure d'avoir un certain statut, certes, une belle image parce que c'est des grands clubs, jouer des Coupes d'Europe, mais surtout au niveau du salaire, il s'assure que le club ne va pas descendre en série B et du coup que son salaire ne va pas bouger. Par contre, aller dans un club comme Leicester, c'était un risque. C'était un risque parce que signer à Leicester, certes, il y avait un beau salaire, mais si tu descends en série B, c'est moins 40%. Et là, c'est moins marrant. Mais voilà, j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Yo, tu l'as pas fait il y a 5 ans, pardon. Et dans la vie, si tu l'as pas risqué, tu l'as pas vécu. » Donc le point est que chacun d'entre vous ici a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Ce qui me porte à mon deuxième point. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essayes même pas. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Bien sûr que Leicester, pour moi, c'était un risque. Mais il y avait cette petite voix qui me disait « Vas-y, essaye. Tu en as envie. » J'aimais le football anglais. Je vous dis la vérité, j'adorais le football anglais. Et puis il y a Ranieri qui m'a appelé. Ça a fait un peu la différence aussi. Et il m'a dit cette phrase. « Viens jouer chez les hommes. » Et là j'ai dit « Ok, c'est un défi ou... » Donc voilà. Je me retrouve à signer à Leicester. Et puis derrière, les risques, on les prend. Et parfois, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, un trophée de Première Ligue, un quart de finale de Champions League, une Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, j'étais épanoui parce que j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir en tant que footballeur. Et des émotions à en rester bouche bée. Je vous promets. C'était mon meilleur choix de toute ma vie. Et je l'ai fait en prenant des risques. Après 4 ans, j'ai été transféré à Nottingham Forest, qui est l'un des clubs les plus populaires d'Angleterre, le plus connu, avec beaucoup de titres. Et là, comme vous pouvez voir sur la photo, je me sens bien. J'ouvre les bras et bien évidemment, je me sens le roi de la terre. Je me sens le roi de la terre parce que tout le monde m'aime. Je suis devenu une légende là-bas. On m'appelait The Man of the Mask. Et c'était de très beaux moments. Mais attention. Vous voyez l'homme qui ouvre ses bras, qui se sent si fort, invincible et imprenable. À ce moment-là, ça se passe toujours comme ça. Quand tu es en haut, des fois le diable il vient taper à ta porte. Toujours. Et paf, ça n'a pas manqué. Tu cherches ta position, tu sens tout le nerf là. La lumière s'éteint. Blessure au dos. Et tu ne peux pas bouger. Et la journée, je suis bien. Enfin, je ne suis pas que je suis bien, mais si je m'allonge, ça va. Si je me lève, c'est mort. Tu restes 20 secondes de... Voilà. À ce moment-là, je me blesse au dos. À cause de mon hernie discale. Je ne peux plus marcher pendant 3 mois, ni m'asseoir. C'est des images que
que j'ai tourné moi-même. Hein, y a des médicaments au sol, c'est réel. Et c'est très dur. Mais rappelez-vous une chose, que peu importe les circonstances, par exemple pour moi, durant cette blessure, ça a été très dur, très très dur, je ne vous le cache pas. Et là aussi, j'ai pleuré. Le monde aura besoin de vous, de votre talent, de votre créativité, de votre temps et de votre amour. Alors foncez, quel que soit le moment, foncez. Ce qui m'emmène au dernier point sur l'échec. Parfois, l'échec est la meilleure façon de comprendre où tu vas. La preuve 10 ans après. Je me retrouve dans le lieu qui m'avait brisé, la Juventus de Turin. Le dernier endroit où je voulais être. Mais qui est devenu, entre-temps, l'un des meilleurs centres de rééducation. Donc, mon docteur de confiance me conseille d'aller là-bas pour me faire opérer de mon hernie discale. Donc, j'y vais. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre la Juve et moi, ça a été un amour qui n'a jamais été officialisé. Pourquoi? Parce que je l'ai détesté pendant de longues années, mais je l'ai aussi aimé, car c'est elle qui m'a permis de remarcher et de reprendre la compétition. Et surtout, de retrouver mon meilleur ami à ce moment-là. Hello les amis, c'est le moment de partager mon histoire avec Yohan Belalnoal, mon partenaire de toujours et mon ami surtout. Voilà, on s'est rencontrés à l'AS Saint-Etienne, on a joué pendant 4 ans ensemble, on a vécu de très très belles années. Puis nos chemins se sont séparés. Moi j'ai signé au Paris Saint-Germain, Yohan est parti en Italie. Et puis un jour, une journée banale, d'examen médical. Voilà, lui, il était en rééduc et moi, je passais justement un test médical et on s'est revus, on a discuté, on a échangé, on a parlé de notre avenir et surtout, ce qui nous a marqué, c'est de pouvoir redonner à ces jeunes, à cette nouvelle génération qui arrive. Et pour nous, c'était un sujet qui nous tenait à cœur, surtout que on arrivait, voilà, dans nos dernières années, nos belles années, et je pense que c'était le moment aussi de pouvoir penser à demain. Voilà, ça c'est le moment où on se retrouve. Bien évidemment, on s'appelait toujours au téléphone, mais on n'était pas physiquement ensemble. Et à ce moment-là, moi je suis un homme cassé, clairement. Blaise est en fin de carrière et il commence à avoir un peu les articulations qui commencent à grincer aussi. Et du coup, ça nous permet de passer du temps ensemble, de parler du passé, du présent, mais surtout du futur. Du futur, parce qu'on était en train de penser justement à notre reconversion pendant la carrière. C'est très important, pas après la carrière, mais pendant la carrière. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande richesse d'un sportif, c'est pas le salaire. C'est toutes les portes qui sont ouvertes autour de lui. Et si le sportif est bon pour se comporter comme une propre data et l'alimenter tout au long de sa carrière, vous imaginez bien qu'à la fin de la carrière, il va sortir avec beaucoup d'opportunités. Je dis souvent à nos amis footballeurs, sortez de chez vous le matin avec un sac vide et revenez le soir avec un sac plein de nouvelles émotions, nouvelles connaissances, nouveaux business, une nouvelle vision. Et donc à ce moment-là, avec Blaise, on discute énormément et on commence à faire quelques investissements dans la tech. Un premier qui a eu un succès mais qui derrière a échoué. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et là, on commence à gagner de l'argent en dehors des terrains. Et ça, c'est quand même intéressant parce que mon papa m'a toujours dit, sois un homme sur le terrain, mais si tu es un homme en dehors du terrain, c'est encore mieux. Et là, on a commencé à démontrer avec Blaise qu'on avait des capacités à faire des choses en dehors du terrain. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait un impact croissant sur la société. La preuve en chiffres, à travers notre audience, plus à 20% sur les 30 dernières années, dans le sport, moins 40, moins 90% dans le non-sport.
Donc en fait, notre audience évolue chaque année alors que les autres audiences diminuent. Et ça, c'était un point fort, le premier. Le deuxième, l'influence. Plus de 80% des posts Instagram les plus likés au monde sont ceux des sportifs. Le troisième, le pouvoir financier. Je pense que vous lisez le journal comme tout le monde. Donc vous connaissez les salaires et vous avez vu en 10 ans combien les salaires ont augmenté. Et à ce moment-là, avec Buzz, certes, on a une réussite dans la tech, mais on est une bonne image pour les autres footballeurs, qui nous voient un peu comme des exemples. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, on veut être, des exemples. Des personnes qui ont un impact pour les personnes qui vont essayer de prospecter demain dans le monde autour du football. Et on s'est dit, mais avec toutes ces datas, parce que vous êtes plus calé data que moi actuellement, mais avec de l'audience, de l'influence, un pouvoir financier, des joueurs de foot qui adorent la tech, des entrepreneurs qui adorent les sportifs, parce que nous, on était déjà au contact des entrepreneurs. On avait l'impression qu'il y avait un amour incompris entre le sport et l'entrepreneuriat. Et on s'est dit, mais si on arrive à résoudre ce problème et rassembler tout le monde, on peut créer quelque chose de gros. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Origine. Comment on a fondé Origine? Tout simplement avec une idée. L'idée centrale, bien évidemment, c'était la tech. La deuxième idée, c'était de créer une équipe, non sur le terrain, mais en dehors du terrain, afin d'être forts ensemble. Et on est parti en levée, comme des entrepreneurs. Aujourd'hui, on compte plus de 100 investisseurs. Et 50% d'eux sont des athlètes de renom. Dybala, Riner, Kipembe, Gomis, Giroud, Kanté. Des noms que vous connaissez. Et tout ce package-là, aujourd'hui, nous permet d'avoir une influence très haute. Le fonds d'investissement représente plus de 160 millions de followers. Donc vous pouvez imaginer quelle puissance nous avons en termes de communication. Nous avons le potentiel de rentrer dans les meilleurs deals, parce qu'avec des atouts comme ça, on peut discuter avec n'importe qui. On a la puissance financière, donc on peut investir. Et 3, on peut surtout communiquer pour les boîtes dans lesquelles nous investissons. Tous ensemble, au même moment. Et ça, c'est fort. Donc voilà ce que nous avons créé. Et comment nous l'avons créé? Tout simplement en s'ouvrant à la Terre, au monde entier. En prospectant sur des choses que personne ne s'attendait. Donc aujourd'hui, si je peux vous donner un conseil en tant que footballeur, soyez ouverts au monde, soyez ouverts à la vie, soyez prêts à accepter de nouveaux points de vue, de nouvelles opinions. Soyez prêts à faire un TEDx comme moi aujourd'hui, alors que je suis mort de trouille. Mort de trouille. Mais c'est gratifiant. Par rapport au risque que tu prends, les personnes que tu rencontres, les personnes que tu aimes et la foi que tu as. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va te définir. Alors, élève de Polytechnique, aujourd'hui, voilà ta mission. Ne soyez jamais découragés. Donnez tout. Et le jour où vous tomberez, rappelez-vous de ceci. Tombez en avant. Merci.